vais vous avouer quelque chose dont je crois que je n'ai jamais parlé à personne, mais depuis que je suis tout petit, je me trimballe à un rêve secret, une espèce de fantasme bizarre qui est de voler une œuvre dans un musée. Je rassure tout de suite les autorités, je sais que nous sommes beaucoup regardés par nos forces de police, on les salue. Je ne le ferai sans doute jamais, et de toute façon... Sur les bijoux, s'il te plaît. Et de toute façon, si c'était le cas, je me serais d'ores et déjà compromis avec cette émission qui pourra être utilisée comme pièce à conviction lors de mon procès. Mais restons sur un plan purement fantasmatique pour dire qu'il y a dans le vol de tableau quelque chose d'absolument délicieux, un crime sans victime commis au nom du beau, nécessitant une soigneuse planification et dont j'ai, face à certains événements d'actualité récente, mais aussi face à une magnifique histoire comme celle de l'affaire Patrick Vialanex, le voleur de l'enfant à la bulle de savon de Rembrandt, et bien sûr face à un film comme The Mastermind de Kelly Reichardt, une petite pointe de jalousie qui se réveille toujours en moi car je suis face à quelqu'un qui a osé et qui a donc, je le dis comme je le ressens, réussi sa vie. Certes, réussir sa vie, si je m'en tiens à ce qu'espérait ma maman, c'est peut-être plutôt par exemple devenir à 34 ans gouverneur d'un État américain comme Ella McKay, l'héroïne éponyme du dernier film de James L. Brooks, mais pour ça malheureusement c'est trop tard et peut-être que c'est cela que les films nous proposent parfois, pas des fenêtres ouvertes sur le monde, ni la vérité je ne sais combien de fois par seconde, mais des vies de rechange, des façons alternatives de vivre la sienne, de la réussir ou de constater comme dans Dreams de Michel Franco et son implacable démonstration sur la fatalité de la guerre des classes que nous sommes de toute façon condamnés à la rater. Pour parler de ces trois films, j'ai aujourd'hui avec moi trois personnes ayant variablement réussi leur vie mais qui pourront en fin d'émission, si elles le souhaitent, nous donner leur pourcentage de satisfaction quant au bilan à ce jour de leur existence. Il s'agit pour ce qui est des sociétaires de l'émission de Jérôme Momcilovic et Guillaume Aurignac. Bonjour. Bonjour. Et de notre invité que nous accueillons pour la première fois, Laura Thuillier, critique notamment dans les pages de Libération et réalisatrice. Bienvenue Laura. Bonjour. Bonjour. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez toujours contribuer à cette émission sur notre page Ko-fi qui nous permet de continuer à la faire dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à nous faire un don ponctuel ou mensualisé, préférablement mensualisé parce qu'on aimerait bien avoir une ressource un peu comme ça stable. Voilà, si vous hésitez, je vous aide à trancher. Et on va tout de suite faire quelque chose de très moral puisqu'on va tendre la main à quelqu'un d'absolument infréquentable. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Michel Franco a longtemps été pris dans le coup de filet habituel de ce qu'on a appelé, je ne sais plus comment, les cinéastes de la cruauté, de la méchanceté, du sadisme, qui n'aiment pas leurs personnages, qui arrachent les ailes des moustiques et ne finissent pas leur soupe. Donc Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, Rumen Östlund, c'est une vieille rengaine critique qui n'est plus autant à la mode qu'il y a une dizaine d'années, mais qui continue néanmoins de structurer les guerres du bon goût. Et à laquelle nous sommes plusieurs autour de cette table à avoir eu envie non seulement d'échapper parce que c'était devenu un peu pavlovien, mais aussi plus spécifiquement d'épargner le Mexicain Michel Franco qui a pris ces dernières années une autre dimension trop peu remarquée dans un film comme Sundown par exemple ou dans Memory, et nous avions donc envie de le réévaluer à l'occasion de ce nouveau film au sujet très à propos puisqu'il parle à travers l'histoire d'amour ou de passion érotique entre une puissante directrice de musée et un jeune danseur de ballet mexicain, de l'impossible rencontre entre l'Amérique blanche et ses immigrés. Mais peut-être qu'en fait on va déjà réévaluer notre réévaluation. Guillaume. Oui, bah justement, moi je me pensais que j'allais me faire l'avocat de Michel Franco sur ce film-là aussi, parce que j'avais beaucoup aimé son précédent, Memory, qui effectivement était le film d'une réévaluation de son geste de cinéaste. Donc je vais m'en tenir à la posture d'avocat, mais ça va être l'avocat général, c'est-à-dire que je vais vraiment attaquer le film pour ce qu'il est. C'est-à-dire une sorte de régression totale dans le cinéma noir de Michel Franco. Parce que Memory, il y avait quand même quelque chose qui était très 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 beau, j'avais trouvé dans le film, il adoucissait son cinéma, et adoucir son cinéma, ça voulait dire deux choses. D'une part, sa sécheresse dramaturgique, son espèce de goût de la ligne droite, d'aller directement vers une sorte de destin catastrophique des personnages. D'un seul coup, prenait des virages, ça s'amollissait un petit peu, ça se liquéfiait un petit peu. Alors il n'y avait pas de happy end non plus, vraiment, c'était pas vraiment ça, mais il y avait une sorte d'apaisement, de possibilité de légèreté, de variation tonale dans son cinéma. La deuxième chose, c'est aussi que sa caméra regardait enfin couler le lait de la bonté humaine. Donc il y avait vraiment d'un seul coup, on sortait de cette espèce de drill. Un peu dégueulasse l'image quand même. Ouais. Où en fait son cinéma jusqu'à présent, il y avait vraiment un côté, on va forer le cœur humain et on va en sortir des jets d'acide. Là d'un seul coup, non, c'était beaucoup plus tendre, beaucoup plus ambivalent parfois. Il y avait des scènes très très belles, une scène notamment de rencontre sexuelle entre les deux personnages principaux dans Memory qui était très très belle, je trouvais, très juste. Bah pour le coup, c'était un mélo. Il prenait le risque d'un mélo. Il prenait le risque d'un mélo, c'est vrai. Alors après, c'était un mélo à la Michel Franco. Oui. C'était quand même un peu tordu, mais c'était un mélo. Ouais, c'était un mélo tordu, c'était beau.
Et là, évidemment, dès les premiers plans du film, on comprend que c'est fini, quoi. C'est terminé cette histoire-là. Il nous claque la porte, littéralement la porte au nez, parce que en fait, en ces 3 ou 4 plans, on est dans un camion où à l'intérieur il y a des wetbacks mexicains, enfin latinos, qui ont franchi la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et ce camion, on comprend qu'ils sont enfermés à l'intérieur. C'est le noir complet, et ils commencent à hurler. Et là, c'est 3 plans c'est 3 plans très Michel Franco, hein, c'est-à-dire une espèce de plan fixe comme ça, et où en fait il filme une sorte il filme la terreur. C'est ce qui l'intéresse. Il y a une sorte de jouissance de cinéaste à filmer froidement la terreur des êtres humains. Et moi, cette scène-là m'a fait penser à un court-métrage de Roy Anderson qui s'appelle Monde de gloire, qui est parfois aussi classé dans la catégorie de cinéaste. Oui. Voilà, et ce court-métrage peut-être aussi l'un de ceux qu'on peut sauver d'ailleurs de cette catégorie de cinéaste. Mais alors, mais c'est plus drôle, Roy Anderson. Mais de toute façon, c'est toujours un peu ambivalent, à part Haneke, et encore Haneke, on peut dire que certains de ses films sont plus ambivalents. Oui, je dirais que c'est moins univoque que Michel Franco, Haneke. Enfin, bon, ça se discute. Ça se discute. Il y a des variations d'intensité film par film, en fait. Et là, ça m'a fait penser donc à ce court-métrage Monde de gloire de Roy Anderson, court-métrage où on voit un camion, plan fixe, un camion dans une espèce de décharge, voilà. Et il y a des gens des corps nus qui s'entassent dans le camion, qui sont enfermés et ils sont gazés. J'ai l'impression qu'il filme exactement ça. Il a une espèce de jouissance à filmer ce point de vue de Sirius sur les événements, et ça va se confirmer par la suite. Alors du point de vue dramaturgique, il y a une sorte de parcours effectivement en droite ligne vers la catastrophe et l'horreur, vers l'enfer. Motif qui revient constamment dans ses films, des gens qui conduisent dans des voitures en silence. On a l'impression il adore filmer ça, c'est-à-dire des gens qui conduisent vers leur propre enfer. Donc, ce qui prouve aussi qu'il y a une sorte de questionnement qu'on peut avoir sur ce cinéma-là. Les gens sont au volant, mais est-ce qu'ils conduisent vraiment leur destinée, ou est-ce qu'ils sont conduits par la voiture de leur destin? Là-dessus, je trouve qu'il y a une vraie entourloupe chez Franco, une entourloupe qui est vraiment encore plus aiguisée, saisissante, accentuée dans ce film-là. L'entourloupe, c'est de dire en fait, est-ce que mes personnages sont guidés par des pulsions, on pourrait dire universelles, ou est-ce qu'ils sont piégés dans des dispositifs sociaux? Ce film-là a l'air de raconter en fait les conflits de classe sociale, puisque donc c'est le récit d'un amour a priori partagé entre un jeune Mexicain qui est un danseur et une riche héritière californienne. Et cet amour, évidemment, va créer des frictions sociales, c'est-à-dire que la riche héritière, jouée par Jessica Chastain, a du mal à assumer sa relation amoureuse avec ce jeune immigré mexicain. Ça, on pourrait dire, c'est le dispositif de classe sociale, sauf que très vite, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, en refusant de la communication verbale entre ces personnages, c'est-à-dire que c'est vraiment, il les prend de manière silencieuse dans leurs gestes, dans leurs mouvements. Et encore, il bouge presque pas. Il bouge un peu. Alors, c'est quand même il y a quand même de la danse. Hein, il les observe. Mais quand ils couchent ensemble aussi, il y a une sorte de chorégraphie de leur sexualité. Mais finalement, en refusant qu'il y ait un dialogue, voilà, ce qu'ils refusent aussi, c'est que la question du sentiment amoureux. Est-ce qu'ils sont vraiment amoureux, ou est-ce qu'ils sont juste pris par une sorte de désir sexuel? En tout cas pour Jessica Chastain, parce que pour lui, pour le personnage du jeune danseur mexicain, du jeune émigré, on ne sait pas dans quelle mesure il calcule ses intérêts aussi dans sa relation avec elle. Et ça nous est un peu retiré, cette question-là, comme nous est retiré effectivement la question du sentiment amoureux. On voit juste une sorte de désir d'emprise sexuelle entre les deux personnages, et ce désir d'emprise sexuelle permet finalement de faire venir le côté pulsionnel dans les personnages, plutôt que le côté délibération morale, délibération sentimentale, affective de ces personnages-là. Et du coup, le côté pulsionnel, on se dit qu'à chaque fois qu'une décision est prise, elle est prise du point de vue de l'individu, du point de vue de sa psychologie, pas du point de vue de son piège social, du fait qu'il est piégé socialement. En fait, ils auraient le choix. Ce choix-là nous est refusé par Michel Franco, par le fait qu'il filme délibérément juste des mouvements et des gestes. Et comme il est refusé, du coup, on n'a pas d'autre choix que d'être collé littéralement sur leurs pulsions. Et leurs pulsions sont des pulsions de cruauté.
C'est vraiment, on retrouve ce cinéma-là. Alors, on l'accuse d'être un cinéaste de la cruauté, mais c'est un cinéaste effectivement qui, sous des dehors de réflexion sur les conflictualités sociales entre les individus, ne montre qu'une seule chose, c'est qu'au fond, à chaque fois qu'on fait des choix, on fait des choix de la cruauté personnellement. Et donc, à la fin, il va aller jusqu'au bout de ça, et il retrouve un geste qu'il avait fait dans un film qui s'appelait Nouvel Ordre, et qui était un film qui était à hauteur macro-sociale, là, qui était à hauteur d'une sorte d'insurrection sociale des pauvres contre les riches, où finalement il renvoyait tous les camps, tous les gens dans leur propre camp, en disant qu'en fait l'homme est un animal de la cruauté, c'est obscien, voilà, et donc il faut de l'État, il faut de la civilisation, et que même la civilisation ne recouvre que du vernis, une sorte d'état de sauvagerie radicale de l'humanité. Et il me semble que son cinéma joue une sorte d'entourloupe là-dessus, parce que on pourrait avoir le sentiment qu'il y a des ambivalences, un travail sur le piège social qui est fait sur ces personnages-là. C'est ce qui était très beau dans Memory. Et là, pas du tout. En fait, c'est une sorte de ligne droite sur l'idée que l'homme est un monstre. Et moi, je maintiens aussi sur l'autre film sur lequel je l'ai quand même un peu récupéré, c'est Sundown, qui était vraiment un truc. Oui. Et pour le coup, pas du tout un mélo, pas du tout une recherche d'inversion dans la tendresse, mais plutôt d'essayer de pousser, de neutraliser son sadisme en le poussant jusqu'à plutôt un truc de détachement. Je trouvais que c'était presque une adaptation de L'étranger de Camus, en fait, Sundown. C'était vraiment un type qui ne participe plus qui en a plus rien à l'économie de la brutalité, et qui en fait survit au-dessus de tout ça, sans lien familial, machin, et c'était assez beau. Mais ce qui était rendu, d'ailleurs c'est marrant, j'y pense maintenant, ce qui est rendu possible à la fois dans Sundown et Memory par le sentiment de leur mort, des personnages principaux. Sinon pas le sentiment de leur propre mort. En fait, ils sont cruels. Il faut. Ouais, dans Sundown, il l'était avant d'être condamné par la maladie. D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu trop dans Sundown, le moment où il avait son diagnostic. En fait, lui, il le sait qu'il est condamné par la. C'est nous qui découvrons. C'est le spectateur qui découvre en cours de film. Mais alors lui, il le sait déjà qu'il est condamné par la maladie. C'est intéressant que le spectateur le découvre plus tard, parce que nous, on le voit juste errer comme ça, sans but, et il y a quelque chose de beaucoup moins univoque du coup dans les séquences. Dans le film, on pourrait dire à ce moment-là, mais en fait, du point de vue du cinéaste, lui, il a organisé l'errance de ce personnage parce qu'il a le sentiment de sa finitude. Laura. Moi je serais un peu moins, à la limite, ce que j'aime le mieux c'est quand même le début du film. Moi j'aime pas le film, et j'aimais beaucoup Memory effectivement, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus nourri, de plus vivant. Je sais pas, il y avait une sorte de tremblement autour de Jessica Chastain. Je trouvais que c'était très beau la façon dont il filmait sa fragilité. Là je trouve que c'est totalement glacé, les séquences sont rachitiques. Je trouve qu'il y a un truc, les séquences font toutes la même durée à peu près. Il travaille en plan séquence, et à vrai dire je vois pas du tout pourquoi, parce que il les vide tellement. Il faut voir les décors dans lesquels il filme les personnages, c'est des décors gris elle vit dans une sorte de Airbnb de luxe, donc derrière elle il y a que du gris, ils sont là tous les deux dans le plan, les séquences durent entre 30 secondes et 1 minute, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'information est passée, la séquence est coupée. Par exemple, au début ils vont dans une sorte de resort se faire des vacances, on se dit ok, ça va encore bien entre eux, ça va bien entre eux, peut-être qu'ils vont réussir à s'aimer. Bon, on se doute que ça va pas être le cas. Et là tout d'un coup elle va croiser une connaissance à elle, donc elle va flipper, elle va se dire oh non, il faut absolument pas qu'on me voit avec ce jeune danseur mexicain. Elle rentre dans la chambre, elle commence à faire ses affaires, il a juste le temps de dire quoi, t'as honte de moi? Elle dit pack, faisons nos bagages, quoi. Et puis là, non, pardon. J'ai cru que c'était non, c'était pas non. Pack, c'est du tagalog, en fait. Et là, voilà. Et juste, déjà, je trouve ça tellement balourd. J'ai l'impression que Michel Franco est un peu auréolé d'une sorte de truc de finesse parce qu'il il a un geste un peu radical, au niveau de sa mise en scène, mais je trouve ça extrêmement lourd. Qui va dire en premier c'est parce que t'as honte de moi que t'es en train de faire tes bagages, et hop, la séquence va couper. Donc le plus souvent j'ai l'impression que toutes les séquences sont sur ce modèle. Une fois que la ligne de dialogue un petit peu qui doit faire avancer le récit vers son issue inéluctable, qui est il y a un côté un peu CQFD dans la fin, mais que je trouve complètement con. Je veux dire toutes les séquences en fait, oui, c'est-à-dire ça fait rien avancer du tout, parce que on a la prescience, non, parce que le film est vraiment très lourd, mais dès le début, on comprend que, voilà. Oui, c'est ça. Et, pardon, je passe à les films. Non, vas-y. Non, moi, alors, pour le coup, moi, j'ai pas de bol parce que j'ai loupé ceux que vous rachetez. J'avais découvert ça à Cannes il y a une dizaine d'années avec Después de Lucia, qui était, je sais plus si c'était son premier film, mais celui qui l'avait fait connaître, en tout cas. Et donc, effectivement, à l'époque, c'était difficile, même si c'était un préjugé, de pas le ranger direct dans cette poubelle-là. Voilà.
Et je me suis dit, tiens, voilà, j'avais entendu dire du bien des précédents. Il y a Jessica Chastain, c'est quand même toujours intéressant, même quand c'est un cinéaste qu'on n'aime pas, de regarder un acteur hollywoodien intéressant, ou même pas forcément hollywoodien, mais voilà, la dimension de portrait, elle allait le chercher. Bon. Et ce qui m'a frappé, je trouve ça très juste ce que tu dis surtout sur l'aspect quand la chose est dite. En fait, la séquence à chaque fois, c'est vrai que c'est métronomiquement, je trouve ça très paresseux en fait. Il y a rien quoi. Et c'est vraiment métronomiquement asséné comme ça. Et effectivement, dès que l'idée est passée, qui est par ailleurs toujours la même, dès que l'idée est passée, on passe au plan suivant. Ce qui fait que tous les plans se ressemblent. Et il y a un truc qui m'a vraiment frappé, où je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas du tout bougé depuis 10 ans. C'est que c'est vraiment un cinéma dans lequel il n'y a aucun dehors. C'est-à-dire que dans les plans, ce que tu décrivais tout à l'heure, il y a vraiment une espèce d'effet aquarium. Il y a aucun dehors, ça veut dire qu'il y a aucun imaginaire. Le dehors, c'est le plan suivant. Et puis le plan suivant, on est vraiment sur une sorte de montage à la chaîne. C'est parfaitement industriel et encore une fois assez feignant. Et il y a un truc que je trouve assez typique. D'ailleurs, c'est la scène où, au début de cette scène, je me suis dit, tiens, elle est intéressante. Parce que soudain, il y a un tout petit peu de mise en scène, il y a un contre-champ bizarre. Est-ce que lui, c'est un fantôme? C'est la première vraie scène de cul. La deuxième, pardon, sur le comptoir de la cuisine, dans cette fameuse maison, etc. Et en fait, je la trouve intéressante au début parce que je me dis, il y a une ambiguïté, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là? Et puis en fait, il n'y a pas d'ambiguïté du tout parce qu'à la fin, on a à nouveau un chant sur elle qui nous dit, en fait, elle était en train de rêvasser. Et c'est vraiment emblématique du fait qu'il n'y a aucun imaginaire dans ce cinéma-là. C'est-à-dire, il n'y a rien en dehors des cadres, il n'y a rien en dehors des séquences. Et quand il est obligé de mettre en scène un peu d'imaginaire, un peu de libido, au sens où c'est de l'inconscience et de la pulsion, etc., il est obligé de le filmer. Et il le filme de la même manière, c'est-à-dire comme une espèce de vignette froide. Enfin, tous les plans se ressemblent, c'est-à-dire, la première information qui passe, c'est regardez le travail de mon chef-op, je ne sais pas qui c'est. Vous avez un corps raide dans un grand bocal. Ensuite, l'idée passe, comme tu dis, et puis on passe à la scène suivante. Et vraiment, ce que j'ai redécouvert, mais qui m'a rappelé des souvenirs canois, j'y vais plus depuis un peu plus de 10 ans, c'est vraiment une forme d'ennui très spécifique, très pénible, et qui est vraiment pas du tout de l'ordre de la longueur ou tout ça, parce que finalement, comme tu disais, c'est des plans séquences un peu qui sont mécanique, ouais. Ah voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, tu vois une sorte de c'est vraiment ça, c'est vraiment l'image de la chaîne de montage. Ouais. Moi, j'avais l'impression que les autoriste. personnages étaient sur un escalator. Oui, absolument. Exactement. Mais c'est Et pour ça qu'ils que étaient comme des petites figurines et qu'ils avançaient vers cette scène C'est pour finale. ça que je parlerai pas Tout à de fait. paresse chez lui. C'est complètement concerté chez c'est lui. pas inventif C'est complètement dans ce travaillé. sens-là, Oui, mais il cherche c'est-à-dire, pas à inventer. c'est facile, Ce qu'il cherche à montrer, c'est l'implacabilité des choses. Il cherche à avoir une sorte d'esthétique de l'implacable. Et l'implacable est, alors, contrairement à ce que tu penses aussi et ce que tu dis, je crois que c'est pas qu'il veut pas montrer le pulsionnel. Au contraire, c'est que l'implacable est corrélé, articulé avec le pulsionnel. C'est-à-dire qu'ils sont organisés par du pulsionnel constamment, mais littéralement. Mais organisé, c'est le mot juste, parce qu'on ne sent pas le pulsionnel, en fait. Mais en fait, si, il y a du pulsionnel, mais du pulsionnel qui devient machinique. Mais il y a des bons cinéastes de l'implacable en fait. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait ce que vous êtes en train de décrire, ça peut être, on peut utiliser les mêmes mots pour décrire des bons films, pour décrire Tar, pour décrire certains films, pour décrire ou quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à Tar. Ouais. Je pense à Paul, parce que l'implacable, moi, ça me fait beaucoup penser à certains Paul Schrader, à Card Counter, des choses comme ça. Et en fait, là, le truc, c'est que lui, le film est implacable, mais le problème, c'est que chaque scène doit être implacable aussi. Et en fait, les bons cinéastes de l'implacable sont capables de, en fait, créer de la perturbation. C'est même un peu paresseux, mais mécaniquement une dimension mécanique. Je ne dis pas que l'implacabilité en soi est un problème. De toute façon, la question, typiquement la tragédie grecque, c'est implacable. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais d'ailleurs, on pourrait dire qu'il la filme. Il essaie de filmer Jessica Chastain. J'ai l'impression comme une héroïne de tragédie. Il y a des plans d'elle. Déjà, la façon dont elle est habillée, souvent dans des sortes de robes qui la rendent comme ça. On dirait une sorte de statue qui avance comme ça dans les plans. Parfois, elle est toute petite. Il y a des jeux d'échelle. Parfois, il y a des images qui sont assez marquantes. Oui, voilà. il travaille de manière un peu iconique sur elle. Mais... Et on a l'impression que le personnage de son amant mexicain, je sais plus son nom, serait dans un drame et elle serait dans une sorte de tragédie qui l'élèverait un peu comme totalement. Ça au-dessus de tout ça. Mais j'ai l'impression que ces deux dimensions ne communiquent absolument pas. Et en fait, vraiment, moi, la question de leur histoire d'amour, elle est même pas présente parce que j'ai même pas l'impression qu'à un moment ils se rencontrent. Mais il y touche même pas. C'est-à-dire qu'il a besoin de retirer tout ce qui est dialogue, tout ce qui est délibération possible, tout ce qui est échange des affects, voilà, pour avoir une sorte de chaîne de montage de ces plans où il n'y a que une sorte de rencontre entre deux corps qui se désirent assez violemment
très violemment, et rien d'autre. Et on ne sait pas ce qui mobilise autre chose que ces corps-là. Autrement, ces corps-là. On ne le sait pas. Et sur ces corps et sur Chastain en particulier, moi au début je suis quand même intrigué, encore une fois, par justement cette dimension poupée de porcelaine, et voilà. Parce que pour le coup, c'est vraiment, a priori, la bonne chose à faire quand on filme une star comme ça, c'est de partir de ce qui fait sa singularité physique, plastique, et puis d'essayer de... Mais il y a un truc que je trouve frappant et qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'ennui, c'est que je trouve qu'il n'y a rien à regarder. J'ai lu dans ces plans. Il n'y a rien à regarder parce que chaque plan, chaque séquence dit au spectateur, constate. Il lui dit pas regarde. Il lui dit pas tu peux regarder, voilà. C'est très très vite épuisé. Le regard est très vite épuisé devant chaque scène parce qu'encore une fois on a repéré les diagonales de la composition du plan, le truc, encore une fois les corps. Il n'y a aucune surprise dans la découverte de ces corps, hein. Et vraiment il y a cette dimension de constat. Et encore une fois, pour moi, c'est l'entourloupe, c'est-à-dire, voilà, c'est un constat sur le monde, donc il faut que ça soit, il faut qu'il y ait une dimension de constat dans la mise en scène. Mais en fait, je trouve ça d'un ennui assez terrible parce que je ne sais pas quoi regarder devant ces plans. Parce qu'en fait, on est obligé de regarder ce qu'il nous montre, mais il nous le montre pas en disant regarde, il le montre en disant constate. Et c'est très pénible. C'est pour ça qu'à la limite, je trouve que le début est un petit peu me plaît un petit peu plus parce qu'il se fait dans le silence, parce que tout d'un coup, il y a ce camion avec ces cris qui sortent du camion. J'avais juste l'impression qu'il y avait un camion qui criait, quoi. Il y avait un truc comme ça où tout d'un coup j'étais un peu intriguée. Je savais pas du tout, et comme je savais pas du tout de quoi parlait le film, je me disais il y a un camion qui semble émettre du bruit. Oui, ce début serait intéressant dans la zone d'intérêt, mais c'est pas la zone d'intérêt le film, c'est ça le problème. Et il y a ce plan aussi, la première apparition de Jessica Chastain quand elle vient s'asseoir et regarder son amant qui est endormi chez elle. Elle arrive chez elle, on comprend pas trop la situation. Enfin, lui, il est rentré chez elle avant elle. Enfin bref, un peu par effraction. Il y a ce plan qui est assez beau parce qu'elle le regarde et il y a deux choses. Elle le regarde comme une amoureuse et comme une sorte de propriétaire. On se dit qu'elle le regarde presque comme une mécène qui regarderait sa dernière acquisition, quoi. Et c'est le cas, voilà. Et là, je me disais ok, s'il travaille l'amour et la propriété, ça peut être intéressant. Mais après, j'ai l'impression que les scènes deviennent totalement univoques. Bon, nous conduisons tous vers une issue tragique. L'Amérique est foutue, mais heureusement, il y en a une qui n'y a jamais cru. Un putain de braquage, voilà ce que nous propose tout bonnement la promo du nouveau film de Kelly Reichardt. Ça suffit, les histoires de balades en forêt, de chiens perdus et de pâtes à modeler. La réalisatrice sort désormais l'artillerie lourde dans un hommage burné à Mike Hunman et Olivier Marshall. Elle souhaite d'ailleurs désormais qu'on l'appelle Kelly Ricard. Non, bien sûr, c'est une fausse piste. The Mastermind raconte bel et bien une histoire de cambriolage inspirée d'un véritable fait divers survenu dans le Massachusetts au début des années 70. Mais pour le frisson du braco, veuillez passer votre chemin puisqu'il s'agira ici non pas de jouer sur le suspense, le danger, l'urgence, ni même de relire ses codes, mais tout bonnement de les siphonner pour saisir l'errance d'un personnage de père de famille sans emploi joué par Josh O'Connor qui va s'embarquer effectivement dans un projet criminel, mais très rapidement s'enliser dans son impréparation et dans une autodestruction à petit feu dont on va tâcher de deviner si ce n'était pas depuis le début son projet. Ce n'est pas la première fois que Kelly Reichardt s'intéresse à un genre. On a déjà vu frotter son cinéma aux conventions du thriller ou du western, mais cette fois, c'est peut-être un petit peu différent, non, Laura ? Ouais, alors moi je suis plus effectivement la Kelly Reichardt de Night Moves que celle de Showing Up. Mais j'ai l'impression que je suis presque peut-être un peu isolée parce que j'avais l'impression quand j'avais vu Night Moves à sa sortie que j'avais aimé, et que enfin bon, en tout cas à l'époque au Cahier, les gens le considéraient comme raté. Alors moi je trouvais ça génial parce que je trouvais que sa mise en scène méritait d'être tendue par le genre. Et Showing Up, il y a une dimension plus psychologique, plus petites choses, quotidienneté, et ça me parle un peu moins, même si j'aime le film. Donc a priori ce film devait me plaire, et de fait quand je l'ai vu j'ai pas su trop quoi en penser, et je l'aime de plus en plus. Notamment au début je me suis dit ça va être génial, la première séquence au musée je la trouve génialissime, une sorte de pré-casse, répétition du casse, où on a tous les éléments qui sont placés là, on a Josh O'Connor, on a des enfants qui sont en train de jouer, qui passent dans le cadre en bousculant un peu le champ sonore avec une sorte d'énigme qu'il faut résoudre. On a l'actrice de Licorice Pizza, Alana Haim, qui est là aussi. On sait pas quel lien les gens entretiennent les uns avec les autres. Enfin, le début est génial, sa mise en scène est d'une précision, en même temps d'une sorte de souveraineté. Enfin, c'est parfait, quoi. Au découpage, on sait pas comment les éléments, en fait, on sait pas quelle importance donner à chacun des éléments qu'on voit. On sait pas comment ils vont se répondre, comment ils communiquent entre eux, lequel va avoir de l'importance par rapport à l'autre. Il y a un truc, forcément, on pense à Bresson quand il dérobe une petite statuette dans une vitrine. Et il y a un geste qui est hyper beau, c'est qu'il va le glisser
dans le sac de l'actrice, ce qui va nous faire comprendre. Donc c'est un geste un peu inverse à celui de Pickpocket puisqu'il lui met quelque chose dans le sac, quoi. Et ça nous fait comprendre le lien qu'ils entretiennent entre eux. Je pensais même, à vrai dire, qu'il y avait une sorte de complicité. Je me suis dit, c'est une sorte de Bonnie and Clyde. Non, mais c'est ça. Il y a qui est une très beau, complicité justement. entre les deux, et en fait, c'est sa complice, quoi. Ce qui est Mais en fait c'est une fausse malgré piste. elle, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est, Oui, voilà. Et il y a un truc qui est hyper beau à la fin de la séquence. Pardon, je détaille juste cette séquence que j'adore. C'est qu'ils vont partir. En fait, il a glissé la petite figurine dans l'étui de ses Ray-Ban. Il va récupérer ses Ray-Ban dans le sac de sa femme, donc en partant du musée, en sortant. Et là, il est de dos quand il enfile ses Ray-Ban, et du coup, quand on devine, mais je trouve qu'on le devine, on devine son sourire et sa satisfaction, alors même qu'il s'éloigne et qu'il est de dos. Donc, bon, c'est génial ce début. Après, je dois dire que la suite du film est très d'énervé, dans le sens, je sais pas si ça se dit en fait, mais bon, il y a Ça se plus dit de pour un- nerfs, pour quoi. un magret, par exemple. Ah ouais, voilà. ou un foie gras. Et ça m'a fait penser vraiment à un Paul Thomas Anderson, mais au ralenti. Mais je pense qu'elle est consciente, à mon avis, de dialoguer avec Paul Thomas Anderson. Enfin, c'est pas seulement le personnage de l'actrice de Licorice Pizza, c'est pas seulement les années 70, mais je trouve que les petits garçons font vachement penser à des personnages de Paul Thomas Anderson. Ce personnage aussi qui est dans une sorte de fuite au ralenti, de cavale qui devient rapidement sans but, puis ce vol de tableau qui est complètement gratuit. Il y a quelque chose, voilà, d'un peu nébuleux en fait. Il est je sais pas, il est dans une sorte de gueule de bois permanente, le personnage, qui fait qu'il rate tout ce qu'il entreprend, et qu'on le regarde. Mais en fait, qu'est-ce qu'il entreprend en fait? Ça, c'est vraiment Qu'est-ce que c'est son projet? Au bout de 20 minutes de film, on se rend Justement, compte que la ouais. question- je on pense se qu'il rend a un compte que la projet. question- Il a un projet, ouais. mais c'est pas celui qu'on attendrait de ce genre de casse, en fait. C'est, Je pense qu'il a de ce- pas de de ce genre de projet. film. J'avoue, ça Moi, je pose la pense qu'il a un question projet, moi. de son projet à elle aussi. Je suis très étonné. Je pense que c'est une très grande cinéaste. Et effectivement, ce que tu décris d'emblée, le film rappelle, comme tous ces films, qu'elle a vraiment une précision, un bon sens du cadre. C'est toujours une expression un peu con, mais justement, c'est pas une question de beauté du cadre, c'est une question de vraiment. Alors là, pour le coup, on regarde quoi. Et puis évidemment du temps. Et c'est un peu gaguesque de lire partout. Elle revisite le film de casse, le film de genre, parce qu'en fait, effectivement, elle a fait ça. Night Moves, je trouve que c'est un film sublime. La dernière piste, son premier western, est extraordinaire de ce point de vue-là. La différence, c'est que cette espèce de langueur qui est toujours très behavioriste, c'est-à-dire on regarde les personnages faire des choses et voilà. Elle est très forte pour les préparatifs, je trouve. Absolument. Mais c'est là où c'est un peu décevant. Moi, je lisais partout film de casse. Je pensais à du Rififi chez les hommes. Et en fait, bon, ça dure 10 minutes au début. Et puis le film est plutôt sur ce qui se passe ensuite. Ouais, Et le début est très beau. c'est 40 minutes, je crois. Oui. 30 minutes, quand même. C'est un bon tiers du film. Bon, d'accord, pardon. Mais je pense parce que moi, j'ai vraiment senti une pesanteur. Moi, je me suis beaucoup ennuyé aussi devant le film. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut faire maintenant, parce que ce qui était très beau, en fait, elle a quand même toujours fait du film de genre, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire, Wendy et Lucy, c'est un road movie avec tous les codes du road movie américain des années 70. Quand la voiture est en panne, hein. Oui, mais ça c'est très road movie des années 70. C'est vrai, c'est Le vrai. côté, la route ne fonctionne pas, quoi. Donc où est-ce qu'on va? La dernière piste, Night Move, etc. Et depuis 3-4 films, cette cinéaste, moi, que j'ai adoré, je suis vraiment très interdit. Je ne comprends pas ce qu'elle veut faire, en fait. Et finalement, c'est là où il y a bien une forme de déconstruction, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de déconstruire son propre cinéma. C'est-à-dire, avant, encore une fois, cette longueur très millimétrée, voilà, elle était bourrée de tension. Parce que justement, les personnages existaient comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de tension rentrée qui devenait un peu explosive dans Night Moves, qui est son film le plus, Oui. celui qui ressemble le plus à un film de genre au Ouais. sens où on l'entend, mais à la fois, là, pour le coup, c'est la préparation aussi qui était la plus belle. C'est-à-dire quand ils sont, j'ai un vague Magnifique, souvenir, j'ai jamais ouais. vu, mais sur cette barque dans la nuit, qui vont vers le Magnifique, barrage. ouais. C'était extraordinaire. Mais tout ça est chargé d'une immense tension. Et je me souviens, je l'avais interviewé à l'époque. Il y a un truc qui m'avait déçu, c'est que j'avais dit, vraiment, votre découpage, c'est fou. On dirait du Carpenter. Voilà. Et elle avait eu ce truc qu'elle a un peu, et je trouve qu'elle a de plus en plus, malheureusement. C'est-à-dire, anti-industrie, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais un peu creux, en fait. Qui veut dire, non, moi, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux faire. Alors que c'est une grande cinéaste de genre. Et donc, Showing Up, moi, j'avais trouvé ça, mais presque irregardable, très sincèrement. Alors, pareil, il y a toujours quand même la satisfaction de voir que c'est une vraie metteur en scène. Mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Je ne comprenais pas ni ce que ce personnage était censé figurer, ni ce qu'elle cherchait à faire. Là, il y a tout de même une chose, c'est que donc le film a été assez pénible parce que cette espèce d'illisibilité, cette espèce de, pour moi, de manière de travailler en creux qui finit par, c'est super de travailler en creux, mais là, elle finit par s'intéresser à du vide. Donc, ça fait quand même beaucoup voilà, ça flotte beaucoup. Ça a quand même fini par m'intéresser à la toute fin,
parce qu'il y a quelque chose de très angoissant dans cette fin, c'est-à-dire dans l'idée que rien n'a changé, que lui est resté parfaitement illisible, que sa vie est foutue parce qu'à la fin il y a plus de doute, alors que finalement il y avait une sorte de ton avec cet air de jazz un peu génial qui revient, un peu burlesque, on se Mais dit ironique aussi. Moi, je trouve qu'elle a un côté très narquois dans le film. Et d'ailleurs, The Mastermind. Exactement. C'est un- Et Ce dans Mastermind, je suis c'est pas un d'accord. petit narquois. Et dans Non, non, Show- je suis pas d'accord. exactement. Et dans Showing Up, je finis juste là-dessus. ouais. Ce qui m'avait frappé, c'est à quel point le personnage était antipathique. Ce qui n'est pas le cas ici. Et à la fin, on a de l'empathie pour lui, mais à la fin, parce que ça devient vraiment un film d'horreur, et c'est une sorte de manuel sur comment rater sa vie, mais sans qu'il y ait vraiment eu de péripéties, puisque c'est, qu'est-ce que ça serait qu'une sorte d'apocalypse personnelle par le dilettantisme, quoi. Alors, je m'attendais pas du tout à être le grand avocat de ce film-là. Oui, Moi, j'avoue, c'est je suis pas, contrairement à vous, je suis pas un grand fan de Kelly Reichardt au sens où j'ai pas vu tous ses films. Je suis pas, voilà. Oui, ça Night aide pas. Moon, j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais pas ça génial. Et celui-là m'a complètement estomaqué. Je suis sorti du film mais bouleversé, vraiment, au sens où je trouve qu'elle fait avec son personnage quelque chose de très doux et de très délicat, et tout en constatant que son personnage est un type imbuvable. C'est un type imbuvable parce que c'est un rêveur et elle n'est pas complètement du côté de ce rêve-là. C'est un rêveur au sens où il a un principe d'irresponsabilité totale, irresponsabilité comme père, comme fils, comme mari. Elle est toujours du côté des femmes qui scoltinent ses rêveurs, en fait. Il y a toujours un peu cette dualité-là qui était déjà dans Showing Up, où c'était Dans la dernière sœur piste, c'est vrai que c'est toujours un peu la sœur et le sûr. frère, quoi. C'est-à-dire que les hommes sont des enfants à courte vue, qui vivent selon des principes d'enfance. Et d'ailleurs, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Et les femmes payent les pots cassés derrière. Enfin, c'est un peu toujours quel film. Mais pardon, et donc ce rêve-là, quel est son projet? En fait, moi, j'ai l'impression qu'il est quand même identifié son projet-là. Et c'est vraiment le projet d'un rêveur qui est très très beau. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a deux scènes que je trouve très très belles, qui sont la première, c'est quand il accroche les tableaux qu'il vient de voler au mur. Et là, on se dit, Bah là, en fait, on tient une piste. il n'a volé ces tableaux que pour ça, que pour les accrocher 2 minutes dans le mur de sa maison, de son salon. Je Bah trouve ça, c'est la piste je Patrick. trouve la c'est scène- Patrick, ouais. Je trouve la scène absolument sublime. Sublime d'imaginer Moi, que le personnage a volé Moi comme aussi, je ça. trouve ça sublime, mais c'est vrai que ça dure 10 secondes. Mais Deuxième je veux chose- je veux qu'un jour il y ait un film sur Patrick Villanex. hein, Deuxième, mais bon, je veux le deuxième faire, donc projet de ce doux rêveur qui est joué effectivement par Josh O'Connor et qui vraiment imprime son espèce de visage enchanté, charmeur, un peu angélique et en même temps un peu défait, un peu drogué, dans l'existence. Il imprime le film de ça. Deuxième scène, c'est en fait, il a aussi probablement volé ses tableaux pour pouvoir fabriquer le coffret en bois qui va les accueillir. C'est une sorte d'artisan. C'est un artisan, un être doux, artisan, et qui ne pense qu'à lui, à fabriquer des beaux objets, à mettre des beaux objets à l'intérieur. D'ailleurs, elle a filmé apparemment la scène de la Oui, construction elle a du filmé. coffret. C'est Todd Haynes qui le dit qu'il fallait qu'elle. Elle a filmé quoi, pardon? La scène de construction on le du voit fabriquer coffret. le coffret en bois. Ah. Ça a été filmé, tourné, et c'est au montage que Todd Haynes lui a conseillé de retirer la scène qui avait été montée. Quel con. Ouais. Voilà. Et évidemment, il y a en creux cette scène-là. Il y a en creux le fait que c'est quelqu'un qui fabrique des beaux objets en bois pour accueillir des belles œuvres d'art. Et qu'il a volé pour ça. Et qu'il n'a pas pensé aux conséquences. Après, comment on va faire avec ça? C'est-à-dire que le Mastermind est effectivement un peu ironique au sens où c'est un très bel artisan. On comprend qu'il, toute la première séquence que tu trouves très belle, qui est effectivement très belle, c'est vraiment la séquence d'un artisanat. C'est-à-dire comment on fait pour voler dans ce tableau. On a des gestes délicats, on observe les choses. Sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est que en fait, il est inséré dans un monde social et dont il n'a pas du tout la maîtrise. C'est là où effectivement il y a une sorte d'ironie du titre. Il n'a pas du tout la maîtrise du monde social parce qu'il a un principe d'irresponsabilité comme individu social, et donc il n'en a pas maîtrise, donc ça va progressivement, il va découvrir à quel point son rêve s'effondre dans ce monde social-là, de manière très burlesque. Quelque chose qui est très beau dans la première séquence, j'y reviens aussi, c'est qu'en fait, quand effectivement, il va glisser le petit personnage en bois dans le sac à main, mais pour une raison très précise. Il veut observer jusqu'à quel point on peut s'échapper avec quelque chose de volé. Sauf qu'il veut pas prendre les responsabilités pour lui-même, donc il le glisse dans le sac à main de sa femme. Et au moment de sortir, il se baisse, il refait ses lacets, juste pour observer si sa femme va se faire attraper par le...
Il y a un bel écho à la fin avec sans révéler ce qui se passe, mais avec avec le sac d'une vieille dame, le portefeuille. Ça c'est très très beau, cette espèce d'arc qui va de l'un à la l'autre. fin, elle est géniale. Donc il a un principe. Ce personnage-là est observé comme un immense irresponsable qui a avec des effets cruels, des effets de cruauté sur ses propres enfants. Il embarque ses enfants dans son casse. Il embarque un autre enfant à un moment quand il va des truands vont essayer de récupérer les tableaux. Sa femme se fait embarquer comme complice. Elle est obligée de se séparer de lui. À un moment, dans sa première errance de cavale, il se retrouve chez des amis et effectivement, ça pose un problème parce qu'en fait, il rend complice ses amis de sa cavale. C'est quelqu'un qui a vraiment aucun sens des responsabilités et qui est embarqué par son rêve. Et ce qui est très beau, c'est que la deuxième partie du film, qui est vraiment pas à voir, alors qui à mon avis durera un peu moins d'une heure, c'est vraiment, le film est construit en deux parties, le casse avec des éléments burlesques de comédie et après une sorte d'errance tragique de ce personnage-là. Et cette deuxième partie, on se demande mais qu'est-ce qui se passe exactement? Elle filme en fait les conséquences de cette irresponsabilité-là au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a constamment dans le film, il y a un bruit de fond. On comprend que c'est au moment de la guerre du Vietnam. On comprend que la jeunesse est en train de vouloir échapper à la conscription et qu'elle se rebelle contre les autorités et que lui n'appartient pas à ça. Quand il va voir ses amis, il dit mais pourquoi j'irais me retrouver dans une communauté à Toronto avec des hippies, c'est vraiment pas pour moi. Et en fait, il va finir rattrapé par la politique. Ouais. Au collet, littéralement pris au collet par l'histoire. Le dernier plan est d'une beauté saisissante, au sens où elle figure un principe avec lequel on peut être plus ou moins en accord, qui est si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et le dernier plan le montre de manière très incroyable, très très belle. Uniquement centré sur son visage qui est défait, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et en fait, ce qui lui arrive, c'est qu'il est saisi par la société parce qu'il n'a pas voulu la saisir lui-même. Et ce qui lui arrive, c'est aussi qu'il a franchi une limite morale. Ça, je cite mon. Mais il les a franchis depuis le début, les limites morales, mais en fait. justement pas sans s'en rendre compte, qui ont pas toutes la même valeur. C'était mon collègue aux Rock, Bruno de Russo, qui à Cannes disait un truc que je trouvais assez juste, qui était que le film avait un aiguillon moral assez clair sur le fait qu'on a le droit de voler de l'arme, on n'a pas le droit de voler le sac des vieilles. Et en fait, il y a un moment donné, je suis pas d'accord avec ça. On atteint une espèce de. Je suis pas d'accord avec ça au sens où moi, quand tu penses qu'on a le droit de voler le sac des vieilles. Non, mais dès la première séquence, quand il laisse sa femme sortir du musée et qu'il va observer si elle va se faire attraper par la police, il a déjà franchi la limite morale. C'est quelqu'un qui est immoral en fait, qui est amoral on va dire, qui est amoral parce qu'il a un principe d'irresponsabilité. C'est un doux rêveur. Ce doux rêveur est rattrapé par la réalité. Et la réalité en même temps, elle ne cache pas que cette réalité n'est pas une sorte de, elle est pas du côté d'une sorte d'autoritarisme de droite, de dire c'est bien qu'à un moment il sera rattrapé par la réalité, parce que quand on voit les policiers jouer avec ces affaires de manière clownesque, on a un sentiment de grotesque et d'obscénité totale de ce pouvoir-là et des autorités. Oui, mais c'est aussi ça reste un moment de justice immanente quand même. Il y a un moment donné où il a commis une action de trop. Non, c'est pas qu'il a commis une action de trop, c'est qu'à un moment. Moi j'ai l'impression qu'il rejoint son destin à un moment d'être arrêté. Ne peut pas fonctionner dans la situation politique dans laquelle il est. Il ne peut pas fonctionner comme dans la situation politique dans laquelle on est. Parce que évidemment le film fait écho un peu à ce qu'on vit aujourd'hui de manière contemporaine. Je trouve le film est très 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 beau de ce point de vue-là. Ce qui est marrant là-dessus, justement on parlait de Night Moves que j'avais un peu oublié, mais il me semble me souvenir que soudain, il me semble qu'il y a dans ce film une scène où le personnage principal, justement, se retrouve dans une espèce de communauté comme ça, et en fait, c'est pas du tout son truc, ouais. Et il y a quand même, elle qu'on décrit souvent comme une cinéaste de gauche, en fait, il y a cette espèce de tentation de truc complètement asocial chez elle. Ah bah oui. Totalement. Qui passe par les personnages, mais dont on elle sent a une méfiance que, justement, c'est pour ça que quand tu dis, c'est peut-être moi qui ai mal compris la manière dont tu l'as dit, mais quand tu dis, qu'il y a l'idée, si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi, pardon. Elle est pas du tout du côté de la politique, en fait, elle est de son côté à lui. Tu sens qu'elle a une sorte d'impossibilité. Mais en fait, mais c'est pour ça que le film est magnifique. C'est qu'elle est esthétiquement, émotionnellement de son côté à lui. Oui, je comprends. Mais du point de vue de la réflexion, évidemment qu'elle se met du côté de la responsabilité sociale. Mais ça réfléchit pas sur le Vietnam. Oui, mais si, responsabilité sociale, oui, évidemment. C'est moral. Il est entouré quand même. Il est entouré d'images qui ne voit pas. Ça ne veut pas forcément dire que le film, c'est ça que je me suis demandé pendant le film. Le film ne lui fait pas la leçon en lui disant, regarde, il y a le Vietnam en ce moment, quoi. Elle le filme comme un bel héros. C'est ça, c'est là qu'en fait Mais je veux dire, elle ne lui tire pas l'oreille pour lui dire, c'est le Vietnam, tu devrais faire autre chose. Mais en même temps, elle se moque de lui. Enfin, c'est pas un personnage, je pense, pour lequel elle a beaucoup d'affection. Le film m'a fait penser à un autre très grand film des années 2000, là-dessus, qui est Inside Llewyn Davis. Ouais, mais moi, c'était déjà je le reliais beaucoup à ça, Showing Up, déjà. C'est-à-dire que c'était vraiment
la question dans Showing Up de la reconnaissance artistique et il y avait dans Showing Up quand elle voyait son frère qui avait que tout le monde adorait alors qu'il était complètement fou et qui faisait un art un petit peu étrange, etc. Mais ça déclenchait comme ça une espèce de reconnaissance immédiate alors que elle n'arrivait pas à accéder à ça. Je trouvais que c'était la même chose que Oscar Isaac qui regarde Justin Timberlake chanter dans Inside Llewyn Davis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le X Factor, qu'il y a des gens qui ont le truc et qu'elle n'a pas, mais en même temps le film était à la recherche, et c'est là que je trouve qu'il y a un prolongement entre Showing Up et celui-ci, à la recherche d'une finalité de l'art qui se passe du rapport de la relation à l'autre, c'est-à-dire on veut donc là voilà, il veut peut-être juste voler des tableaux pour lui ou juste voler des tableaux pour bien les ranger, mais en tout cas ça y est, il a trouvé une finalité à la vie en fait, qui passe par là, mais qui est quelque chose où il peut enfin accéder à une espèce de plénitude, et j'ai l'impression que c'est après ça qu'il court. Et Showing Up aussi, je trouve, courait après une espèce de plénitude, mais c'était plus compliqué parce que le personnage était beaucoup plus revêche et parce que c'était un personnage féminin qui avait pas du tout le même rapport au monde social, qui était pas du tout aussi détaché, libre que que sont les irresponsables petits garçons que sont tous les hommes adultes, mais quelque part je trouve qu'il y a un trait d'union entre les deux sur cette quête d'une vie réussie uniquement par l'art et indépendamment de la reconnaissance. Mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire sur Llewyn Davis, pardon, je t'ai coupé. Non, mais j'avais pas plus à dire que ça. Alors après, dans les frères Coen, peut-être le film le moins ironique des frères Coen, justement, et c'est pour ça que c'est probablement le plus beau. Encore des éléments ironiques que je trouve qu'elle a même retiré, elle, dans moi je trouve que le film est assez ironique. La musique notamment, je trouve, joue comme une sorte de contrepoint presque de commentaire un peu ironique sur l'action. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je trouve qu'il y a un doute sur tout ça, en fait. On sait pas vraiment. Et il y a plein de petits éléments qu'elle distille. Pour moi, c'est desserrer l'aspect bressonien du film, quoi. Elle le dessert, elle le liquéfie un petit. C'est vrai, elle le liquéfie. Et après, il y a des petites notations quand même. Il y a un moment où il va pour faire ses affaires hyper vite parce qu'il doit fuir. Il y a le personnage il y a sa femme qui est sur le lit. Et là, il prend ses affaires, il sent sa chemise, il fait, elle est propre celle-là? Oui, c'est bien ça. Avant de la mettre. Enfin, il y a tous ces petits trucs où vraiment, je sais pas, il est minable, quoi. Enfin, il y a un truc, comme tu dis, d'irresponsabilité. Oui, bien sûr. Mais il est insupportable, quoi. Là, la séquence, il veut à travers le regard de la femme. Il y a quelque chose de beau, c'est qu'il n'est pas condamné. En fait, il n'est pas condamné par le regard ni condamné, de la ni cinéaste. sauvé. Il n'est pas sauvé non plus. Bon, il nous reste une divinité à blasphémer et ensuite, il serait l'heure d'aller se coucher. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libre. James L. Brooks est à peu près un dieu vivant pour un certain nombre de personnes comme Judd Apatow ou Jackie Goldberg, en tout cas pour une bonne partie de l'industrie hollywoodienne de la comédie de mœurs, ainsi que pour environ 85% de la population critique française. Et pour le reste, c'est une espèce de malentendu, le commun des mortels ne trouvant pas toujours ce qui distingue ces films d'une soupe téléfilmesque TF1 comme une autre. Il est vrai que c'est peut-être indicible, cet élément merveilleux, ce supplément de magie qui fait voir à certains, dont moi, un chef-d'œuvre dans Spanglish ou dans Comment savoir, là où d'autres n'y voient qu'une montagne de guimauve. Son dernier film, Ella McKay, vient de sortir sur Disney+, après avoir vu sa sortie salle annulée par un humiliant bide américain, et va nous fournir l'occasion à nouveau d'aller chercher cette frontière ineffable entre l'étude de caractère chef-d'œuvresque et la fontaine de fromage fondu. Alors, où se trouve-t-elle, cette frontière, Jérôme ? Moi, je fais partie des admirateurs. Ma tendre passion, c'est vraiment des plus grands films américains des années 80. Spanglish est un des plus grands films américains de la décennie suivante. Broadcast News, c'est génial. Broadcast News, c'est très beau. Spanglish, c'est années 2000. Ah, c'est début des années 2000, pardon. Alors, c'est marrant parce que, en fait, justement, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi est-ce que ça, évidemment que ça se plante et que personne, voilà, pour des mauvaises raisons. Non, mais évidemment, là où vraiment la boucle est bouclée, c'est l'idée que ce soit Disney, qui était quand même censé être l'empire de la guimauve dans le Hollywood, ne défend pas une seconde un film qui est un film sur les sentiments, qui est un conte moral, c'est-à-dire exactement finalement ce que Disney faisait quand ils faisaient ces grands dessins animés dans les années 40, 50, 60. Ça dit bien quelque chose sur le cynisme absolu qui a tout bouffé à Hollywood et aujourd'hui. Bon. Je vais pas faire longtemps là-dessus. Mais je me disais, il y a quand même un truc qui est évident, c'est que c'est un cinéaste doublement désuet. Il a toujours été désuet, même dans les années 80-90, parce que c'est un cinéaste qui était le seul quasiment à prendre le relais de cette mission, je crois que c'est, cité d'année encore, mais dont Danet parlait au sujet du cinéma américain, il disait c'est une mission d'entertainment, mais au sens de l'entretien. Il s'agit d'entretenir la vie du spectateur. Il s'agit de lui apprendre à vivre. Bon. Donc ça, c'était déjà désuet. Maintenant, il y a encore une autre désuétude, une autre couche de désuétude qui se rajoute à ça, c'est que c'est très frappant quand on voit celui-là. C'est vraiment
reprend la petite musique de la comédie morale des années 90. Elles n'étaient pas toutes bonnes, il y a les siennes, mais pas que. Et quand je dis la petite musique, c'est littéral. Régulièrement, il y a une sorte de petite ritournelle comme ça qui paraît tellement datée aujourd'hui, tellement désuète. Bon. Est-ce que le film est... Alors voilà, ça c'est le point de vue évidemment des gens qui n'ont jamais rien compris, je les blâme pas forcément, mais pour moi c'est tellement évident que c'est un immense cinéaste que voilà. Maintenant le point de vue des Brooksiens que nous sommes pas tous d'ailleurs, mais je crois que toi oui, et puis toi voilà. Nous sommes. Et Guillaume un peu moins, mais je suis surpris que t'aimes Broadcast News quand même. Est-ce que c'est raté celui-là? Oui, c'est un peu raté. C'est pas son meilleur de loin. C'est même probablement le moins bon. Il y a juste une chose, c'est qu'on pourrait se dire, il est vieux, c'est raté parce que c'est essoufflé, parce qu'il a plus rien. En fait, ce qui me frappe, c'est que c'est exactement le contraire. Ça aurait été une très très belle série, je trouve, parce que le film est vraiment plein comme un œuf. Et en fait, il y avait une expression très très belle dans la bouche de Owen Wilson dans son film précédent, qui était beau, comment savoir, room to think, il faut avoir de l'espace pour penser. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'il raconte en général. C'est très simple, ça aussi c'est désuet, ce qu'il a toujours raconté, c'est un truc qui est typiquement américain, de la seconde chance, au fond du self-improvement, pour le dire avec les termes horribles de l'époque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour essayer de devenir moralement un peu meilleur. Ce qui est l'obsession, l'obsession du personnage féminin ici. Marrant que t'es obligé de prendre un terme horrible pour le décrire. Non, parce que justement, c'est ce qui est magnifique dans ce cinéma-là, c'est qu'il fait de quelque chose qui est devenu horrible. En gros, il retrouve la grâce de ce que ça a pu être, que cette mission morale d'un grand cinéma hollywoodien classique de Macaré qu'on cite toujours à son propos ou certains autres, Capra absolument. Ouais. Et donc le film en fait malheureusement ne se donne pas tellement de place pour penser. Et donc il y a une sorte d'embouteillage et c'est frappant. Mais il m'arrive un truc, c'est que j'ai dû le voir en 2 fois et en fait au moment du retournement, j'en dis pas trop, mais enfin qui est un peu prévu, mais voilà, le moment où elle va devoir faire un choix et où sa vie va complètement changer, vraiment à la fin du film quoi. En fait, j'étais persuadé que j'étais à peine à la moitié du film, et il se trouve qu'on était déjà à la fin du film. Donc il y a ce truc-là qui est très frappant. Il y a juste une chose quand même que je voudrais dire. Le film aurait dû durer 3 heures, comme certains de ses films. Exactement. Moi aussi, j'étais très surprise. Mais il y a tout de même une chose sur ce qui reste beau, parce que quand même, oui, c'est décevant. Enfin, pour moi, c'est quand même encore largement au-dessus du niveau d'à peu près tout ce qui sort des tuyaux hollywoodiens aujourd'hui, et notamment en matière de comédie romantique, comme on dit, puisque c'est un genre qui a été complètement abandonné. Il y a vraiment plus que de la merde dans ce rayon-là. On fait très souvent l'éloge, à juste titre, de l'écriture extrêmement fine, extrêmement intelligente, extrêmement profonde de James L. Brooks, et donc des dialogues, et donc du scénario. Et puis on oublie souvent la part de mise en scène. Là, clairement, il y en a moins pour une raison, c'est que là où il a creusé, mais un peu trop, ce qui était sa patte, on va dire, une chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a jamais aucun son d'ambiance dans les scènes. C'est-à-dire quand les personnages parlent, il n'y a pas d'environnement autour. Donc en fait, ce qui a toujours été un peu un principe chez lui, c'est-à-dire la force libératrice et tellement importante moralement de la parole et de l'idée qu'on va s'améliorer en parlant, etc. Là, ça s'est complètement resserré autour des situations de dialogue et on a l'impression d'être face à une sorte de petite maison de poupées parlantes. Et voilà. C'était déjà un tout petit peu le cas dans certaines scènes de Comment savoir. Néanmoins, je finis là-dessus, sur la question est-ce qu'il reste de la mise en scène ou pas, il y a une scène, moi, qui me fait monter les larmes tout de suite et qui est très courte et qui ressemble beaucoup à ce qui était magnifique dans ses autres films. C'est pas seulement l'idée de la seconde chance, c'est toujours refaire ou changer d'avis. C'est-à-dire de toujours se remettre en question. Et voilà. Et il y a une scène au départ, dans ce qui tient lieu de flashback, où on voit le personnage de la Mackay qui est plus jeune, son père qui est abominable dans le film, et la mère qui est en larmes dans la chambre parce que le père a été abominable. Elle y va, elle va au secours de sa mère, puisque c'est un personnage qui va absolument aimer tout le monde, et les gens qu'elle aime, son frère, etc. Et le frère qui est gamin à ce moment-là, ne veut pas y aller dans la chambre. Il reste seul devant la porte, ça rappelle une très belle scène d'ailleurs de Tendre Passion. Et là, premièrement, il y a un plan magnifique, soudain, qui ressemble pas au reste du film, très large, où on voit ce gamin qui est planté comme une espèce de petite tige qui sait pas quoi faire parce qu'il aime sa mère mais il veut pas y aller. C'est très bref et je trouve ça magnifique dans le montage. Mais et attends, juste après, je mélange. C'est pas la scène de l'enterrement de sa mère ou elle va pas pleurer toute seule dans la chambre? Pardon. C'est Ella qui est dans la chambre. Je me suis demandé si j'avais mal vu. Ouais. Absolument, je dis une connerie. Ouais. Absolument. Bon, la dynamique de la scène reste la même, c'est-à-dire que l'enfant au départ n'ose pas aller dans la chambre, et donc il y a ce plan un peu plus large que le reste qui est très voyant du coup, qui le montre tout seul planté là. Et ensuite, il va resserrer un ou 2 plans plus loin sur son visage en larmes et il retourne dans la chambre. Ça rappelle beaucoup, encore une fois, pour ceux qui auraient vu Tendre Passion, la scène sublime à la fin de la mère qui est allongée sur un lit d'hôpital et l'enfant qui... Voilà, c'est la même chose. Et en fait, ça... Bon, c'était au début du film, donc j'avais encore espoir que le film soit plus réussi que ça. Mais rétrospectivement, je repense à ça. C'est une des plus belles choses que j'ai vues cette année dans un film. Donc... Là, évidemment, cette scène-là qui est typiquement brooksienne, c'est-à-dire de
constamment rapporter la question des sentiments, des délibérations de ses propres affects à une question d'espace, de disposition des corps dans l'espace. Oui. Elle est là, c'est une scène magnifique. D'accord. Non, mais sur cette scène-là, évidemment, c'est le meilleur de Brooks. Oui, à je ce pense moment-là. que tout le monde a noté Absolument. cette scène, en fait. C'est le meilleur Absolument. de Brooks. Ouais. C'est ce qu'on a de mieux chez Brooks Tout à à ce fait. moment-là. Le problème, c'est qu'il y a que ça dans le film. Et le reste, pour moi, c'est le pire de Brooks, parce que Brooks, alors, du coup, je me lance un peu là-dessus, c'est que Brooks, pour moi, il est pas exempt de défauts, mais constitutifs dans son cinéma, un peu essentiel, et qui est, probablement sa philosophie morale, ou qui, moi, me défrise un peu, qui est cette espèce de, toi, tu dis, mais non, c'est le meilleur c'est pas le self-improvement. Si, c'est un peu ça. C'est quand même cette philosophie de l'existence. Mais t'as pas en envie de parlant, devenir meilleur un peu, toi, Guillaume? attends, Chaque ou en jour. parlant, non, mais pas en parlant, Il est déjà parfait. c'est plus compliqué que ça. Lui, c'est en parlant, dans une sorte de délibération constante, on va s'améliorer. Et Il y a une on essaie de réflexivité. comprendre. Il y a une On essaie de réflexivité comprendre. qui c'est est deux choses. très C'est belle. d'abord, Le précédent, comment savoir? How do you know? Comment savoir comment bien faire? c'est deux choses. C'est que d'abord, on est transparent en soi-même, et ensuite, il faut faire l'effort d'être transparent à l'autre. Et moi, je ne crois pas. Enfin, j'ai un problème à ça. Je n'y crois pas du tout. Je crois que c'est ce qui permet à l'Amérique de se penser comme une sorte de pays innocent, et qu'il reconduit ces questions-là constamment dans son cinéma. Oui. Alors qu'en fait, Voilà. le négatif, ça passe par l'inconscient, quoi. La grande trajectoire du négatif intellectuellement au XIXe siècle, ça passe effectivement par une sorte d'inconscient. Et il n'y a pas d'inconscient chez Brooks. Il s'agit de Moi, vider l'inconscient. Il y a Non, une scène non, de il y a cri pas qui est un peu d'inconscient. ratée, mais Non, il y a pas d'inconscient. d'inconscient. C'est ce que je dis. C'est bien. Je vais dans ton sens. Il y a pas d'inconscient au sens où ce qui serait de l'ordre de l'inconscient, ça fait peur, donc il faut le vider. Il y a une scène assez foirée à la fin de cri, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, elle est travaillée par son inconscient et elle veut pas qu'il y en ait comme lui. Je pense que t'as raison. Lui-même ne veut pas qu'il y en ait d'une certaine manière. Donc la parole, c'est vraiment ce qui est censé vider l'inconscient comme une sorte de poche comme ça qui est infestée de du trucs. coup, il y a voilà. cette croyance, cette religion, cette foi absolue que les êtres humains sont transparents eux-mêmes. Voilà, ils peuvent juste en délibérant. Enfin, ils essayent, ouais. Ils travaillent Mais à ça ça. marche, C'est ça ça qui est beau. marche, le Ils principe. travaillent. Mais c'est ce qu'on son voyait principe quand même. Happy End, Le père, c'est que ça ça marche marche. pas. Et il est intéressant le personnage du père. Lui, il essaye tout le long. Alors, et il n'y arrive pas. Mais justement, dans ce film-là, il y a, alors, Pour la première fois, il y a un personnage qui est pas Ou pardonné. alors, si on est trop transparent d'emblée, ça donne Owen Wilson dans Comment savoir, qui est un personnage très très drôle, mais qui est trop dans le premier degré, enfin, qui a pris littéralement les choses. L'autre chose, c'est que évidemment, quand même, il regarde le négatif de la vie, de l'existence humaine. C'est pas quelqu'un qui est complètement à l'ouest sur ces questions-là, mais il le regarde et il le borde. Alors, il va en faire un phénomène naturel, donc ça va être un cancer, ça va tomber comme ça, ou alors il va l'investir sur certains personnages. Parfois, c'est très beau. Alors, je pense effectivement à Broadcast News, où le personnage du présentateur de Broadcast News avait un côté négatif et en même temps était constamment sauvé par. Voilà, c'était très beau. Mais d'ailleurs, là, le personnage du mari pourrait être un peu une sorte d'équivalent. Il aime bien ces blonds un peu oui, veules. il n'est pas sauvé. Sauf que pour la, Il c'est ce est que j'allais pas dire, mais c'est la sauvé. première Non. fois chez lui. C'est la première fois. Vous parlez du père ou du mari? En fait, Les deux. Les deux. C'est la première fois chez Bruce qu'il y a un personnage Ouais, qui n'est voilà. pas pardonné. Et moi, je pense qu'il prend pas le Et temps. c'est le sujet, puisqu'à C'est la une fin, catastrophe. Ouais. à la fin, il le dit. En fait, Oui, le oui, film oui. termine sur cette décision-là qui est De ne pas complètement pardonner. inédite dans Ouais. la logique morale des films de James L. Brooks. C'est, en fait, non. La bonne décision, c'est de ne pas Ouais. pardonner. Et voilà. Et ils ramassent tout le négatif de l'existence humaine sur leurs frêles épaules. Et je trouve ça, du coup, pas bien, parce qu'en plus, il y avait quelque chose d'hyper intéressant avec le personnage du mari. C'est que le personnage du mari, on comprend plus ou moins au bout d'un moment que c'est lui qui fait que El Maquet a des rapports avec les gens, des rapports humains avec les gens. C'est lui qui l'humanise. Et cette piste-là est très vite abandonnée. Alors que c'était une piste qui aurait pu être magnifique. Ça aurait pu être magnifique. Rien n'est Et le suivi, en gros, fait. le c'est ça gros le point problème. commun avec le personnage du présentateur de Broadcast News, c'est-à-dire qu'effectivement, chez Brooks, il y a toujours cette idée d'une mise en scène dans l'espace des relations entre ces personnages, mais il y a des personnages qui sont dans une surconscience de cette mise en scène et c'est un tort. Et donc, c'est le personnage de présentateur qui pleure dans Broadcast News et là, c'est lui qui danse avec sa femme quand elle est élue gouverneur. Oui, et en Et il y même a temps, des par perso- cette danse, et- il injecte une sorte de spontanéité qui manque à El Maquet. Et il cherche un point limite en fait. Il dit on est Entre ce qui est de la performance et ce qui est de il dit l'innocence. qu'on est tous en train de se mettre en scène, mais qu'on doit quand même trouver une forme d'innocence dans cette mise en scène. Et il y a un point limite de l'artifice qui est pour le coup un interdit moral. Et effectivement, le mari qui est joué par cet acteur que j'aime beaucoup, qui joue dans la série Slow Horses aussi là, avec Gary Oldman. Bref, voilà. Mais et effectivement, ces personnages-là commettent un peu le péché du spectacle, ce qui paradoxalement existe chez Brooks en fait.
Duino, par exemple, le fait de refaire la scène dans la maternité sous forme spectaculaire, mais parce qu'il y avait un regard qui était un regard tiers qui était là derrière et qui permettait de compliquer un peu ce geste-là, qui était d'ailleurs rendait la scène très belle. Mais je vais terminer sur cette question-là. Alors le problème, c'est que du coup, moi je trouve qu'effectivement, quand ce négatif est trop bordé sur certains personnages, du coup, il illumine, il sanctifie ces autres personnages, et d'autant plus qu'il n'a pas les acteurs non plus pour travailler sur cette ambivalence. Quand Nicholson travaille chez Brooks, Nicholson, son jeu hyper expressif qui peut être emmerdant dans d'autres films, chez Brooks, c'est parfait parce que justement, il arrive sur une même intonation à jouer le négatif et le positif. Oui. C'est magnifique ce que fait Nicholson. Et là, il a pas ça. Il a pas ça. Et du coup, on a quelque chose qui est très séparé, très manichéen et qui arrive à montrer, à exuder un des grands défauts pour moi du cinéma de Brooks, qui lui est souvent reproché d'ailleurs par les critiques américains, qui est cette espèce d'enfermement social, cette espèce d'entre-soi social de ces personnages-là. Et on arrive à la fin. Alors, ça c'est censé se passer en 2008, hein, donc juste avant qu'Obama arrive au pouvoir, et on comprend bien qu'en fait la politique c'est Obama, la bonne politique c'est la politique Obama, et on arrive à cette séquence-là à la finale qui pour moi est une catastrophe et qui raconte un peu aussi politiquement comment se situe Brooks, c'est-à-dire cette espèce de on va se glorifier d'avoir fait un bon geste, mais on fait un bon geste sur des familles on a empêché leur expulsion de leur logement, mais ces familles n'existent pas, et tout ce qu'on filme c'est l'élan narcissique, la grande foi narcissique des personnages brooksiens qui se trouvent sublimes dans leur geste de bonté, quoi. Et là, c'est quand même quelque chose qui est présent dans le cinéma de Brooks. C'est pas un dérapage. C'est présent dans le cinéma de Brooks. Et il est toujours à la limite. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, il a franchi, c'est une catastrophe. Mais attends, c'est présent dans le cinéma de Brooks pour le coup. Par le passé, j'ai l'impression qu'il a pas trop fait cette erreur. Tu vois, tout Spanglish est justement structuré par le fait de ne pas laisser des l'altérité dans Spanglish, elle est compliquée. Ouais, chez lui, c'est ce que tu dis sur l'idée de on rejette toute la négativité, tout le mal de certains personnages. Ça, c'est complètement nouveau chez lui et c'est assez raté dans le film, justement. Le principe de tous ces films jusque-là, c'était parce que c'est pas traité. Montrer que tout le monde peut changer. Oui, c'est ça. Et elle, j'ai l'impression que c'était la maquée. Dès le départ, il y a une voix de narratrice, là. Moi, j'ai trouvé ça complètement raté. Oui. Pour le coup, je trouve que ça fait assez Disney. Cette voix très années 90. Oui, aussi. On en parlait hier au téléphone, ça fait un peu truc ajouté aussi. Et encore une fois, c'est un geste brooksien. Il y a ça dans Spanglish. Et qui nous dit, moi, je suis folle dès la maquette. Laurent n'a pas beaucoup parlé. Non, je voulais juste dire deux trucs. Sur Ella Mackey, donc qui est Emma Mackey, donc je connaissais pas du tout cette actrice moi, mais je me disais bon, il a été jusqu'à appeler le film lui donner son nom pratiquement quoi, à 2 lettres près. Donc je me disais il doit vraiment beaucoup l'aimer. Le film va être autour d'elle. L'affiche est hyper belle. D'ailleurs elle est en train de remettre sa chaussure. Elle a l'air un peu débordée, un peu entre deux choses. Et le plan cette image en tout cas est pas dans le film, donc j'étais déçue. Non, et surtout je trouve que l'actrice est mauvaise, qu'elle en fait trop, qu'elle a un jeu outré. On passe du rire aux larmes, mais ça n'a plus aucun soubassement de pensée. Je trouve que Reese Witherspoon, dans Comment savoir, on voit en permanence qu'elle est en train de réfléchir. Et c'est hyper beau, parce qu'elle est perdue. Elle a 2 options et elle est en train d'essayer de choisir. Oui, ça va s'oraliser, mais ça va aussi se voir vraiment dans son... Il va filmer une sorte d'intelligence qui se met en branle et qui est en train il va filmer de la pensée. Et là, je trouve qu'il y a aucun moment où Ella Mackey a l'air de réfléchir. Il y avait cette place et qu'il n'y a plus là. Non, il n'y a plus. Et par ailleurs, justement, tu parlais effectivement du moment du cri qui, je trouve, est un peu un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Parce que tout d'un coup, on a ce chant contre chant assez moche où les deux crient. Et je me suis dit... c'est pas au niveau de ce qu'il aurait pu trouver, voilà. Mais c'est très vrai ce que tu dis sur le fait de les films en train de penser, c'est-à-dire que vraiment Brooks, ça a toujours été comment vivre et vraiment des personnages à l'épreuve de cette question-là, très ça se voit quoi. Ouais. Non, là ça se voit absolument pas. Ouais. Et d'ailleurs, au début on nous dit elle est formidable et à la fin elle est formidable aussi. Et il y a un côté un peu grand sourire éclatant du film et de ce personnage que moi je trouve du coup politiquement aussi, je trouve que c'est complètement à la ramasse. Enfin, j'ai l'impression que c'était la pire idée de faire d'elle une procureure et de situer ça en 2008. Pourquoi et dans le milieu de la... Procureur, non, pas procureur. Non, elle est pas dans gouverneur. Et j'ai l'impression que politiquement, pour le coup, il a vraiment rien à dire. C'est à la ramasse, c'est plus du tout un truc
qu'on a envie de voir ou qui est opérant aujourd'hui. Donc, comme on peut faire aucun lien avec ce qui se passe en ce moment, on se dit juste qu'il y a une sorte de naïveté un petit peu gênante. Et je crois qu'elle dit pas des choses assez graves aussi. Moi, alors que par ailleurs, par exemple, Broadcast News, c'était hyper précis. Moi, je trouve sur la télé, sur les années 80, il a déjà été très en forme, mais en fait, moralement, politiquement. Les dilemmes moraux qu'il applique à ses personnages sont toujours inscrits dans un milieu professionnel qu'il décode parfaitement, en fait. Et là, c'est vrai qu'il est perdu. Et d'ailleurs, ce qui est quand même sauvable dans le film et qui est beau, mais qui est là aussi complètement engoncé et qui a pas de place, c'est la relation avec le frère. Donc pas seulement la petite scène dont on parlait au début, mais le moment. C'est pas que la scène soit superbe, mais l'idée est très belle du frère qui est complètement inadapté à la vie, etc. Et tout ce qui tourne autour de cette fille qu'il aimait. Mais il y a une très belle idée, je trouve, c'est il aimait une fille il y a un an. Il a l'impression qu'il a mal fait quand il a voulu lui dire qu'il l'aimait. Et elle lui demande, elle lui dit, mais est-ce que tu l'as appelé depuis? Non. Est-ce qu'elle t'a appelé? Et il dit, non, en fait, j'ai changé de numéro parce que j'avais trop peur de constater qu'elle ne m'appellerait pas. Gros forçage brooksien, voilà. Non, moi, je trouve que c'est une idée très belle. Un défaut de Brooks, il devient un gros forçage pour moi, voilà. Mais pourquoi un forçage? Mais parce que il force le côté, les espèces de relations naturelles que peuvent avoir les personnages entre eux. Là, on a l'impression que il a besoin que ce personnage-là, qui est d'ailleurs joué par un acteur qui est pas terrible, en fait, c'est un autre problème, fasse ce geste mais tout le monde lui dirait mais c'est n'importe quoi, tu vas pas enlever ton numéro. Mais les gens les gens chez Brooks ont jamais des relations naturelles, ils ont toujours des relations négociées. C'est tout le problème. C'est tout le problème que j'ai avec Brooks, justement, c'est que parfois c'est à la lisière et ça tient très bien, et parfois ça franchit cette limite-là. Ces films sont des espaces de négociation entre des personnages qui sont mais encore une fois, t'as le moment où tu sens où l'artifice prend tout. Voilà. Et là, je trouve typiquement ce geste de ce personnage-là, ça me paraît complètement artificiel. Je vois un geste de scénariste qui force. Évidemment. Moi, ce que je voulais, après, je voudrais quand même dire, préciser que je trouve quand même ça aussi, comme tu disais, Jérôme, au-dessus largement de ce qu'on voit actuellement. Donc, il s'agirait quand même pas de cracher dans la soupe, mais c'est juste que c'est un rendez-vous manqué avec un cinéaste. Je cracherai dans la soupe si je le veux. Non, mais pas moi, mais voilà. Mais c'est juste que c'est un rendez-vous manqué avec un cinéaste dont c'est probablement le dernier film. Je sais plus quel âge il a. Et donc, c'est un peu regrettable, mais ça reste très au-dessus. Mais la raison pour laquelle c'est quand même sont moins bons, c'est aussi que je trouve qu'il n'arrive pas à des choses assez graves aux personnages. Et en fait, moi, dans les films de Brooks, je suis à un moment donné un peu en apnée face à des personnages qui sont en train de tout perdre. Et c'est ça qui met c'est ça l'élément dynamique de la narration. Alors que là, bon, c'est un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque dans le film. Il n'y a aucun risque. Même si les risques sont des choses aussi bêtes que. Je comprends même pas ce que c'est ce scandale qui la met en péril. Enfin, c'est un peu ridicule. Mais vous voyez, je pense que ça, c'est lié précisément au fait que pour la première fois, il y a des personnages qui prennent toute la négativité et qui ne seront pas sauvés à la fin du film. Parce que ça veut dire que, en fait, il y a une sorte de déclaration complètement, presque un peu hystérique d'optimisme et de volontarisme qui passe par son personnage à elle. Et du coup, ce qui aurait pu être une morale intéressante s'il avait vraiment construit les choses pour y arriver, qui est, parce que c'est une vraie question morale, est-ce qu'on doit pardonner à tout prix? Et ça tombe à la fin presque comme un cheveu sur la soupe, alors que ça aurait dû structurer le film. En fait, c'est résolu d'emblée, quasiment. Donc, elle, c'est une espèce de divinité, comme vous disiez tout à l'heure, qui fait qu'elle n'est pas très intéressante parce qu'il n'y a pas de changement, au fond, et que son obstination n'est pas passionnante. Et puis, en face, il y a des personnages qui sont moins regardés par le film. Donc, finalement, le film ne dit pas grand-chose, alors que j'ai le sentiment, il est tellement plein, encore une fois, qu'il avait envie de dire plein de choses, qu'il aurait peut-être pu dire dans un temps un peu plus long. Je pensais vraiment à une série, moi, plus qu'un film que de 3 heures. Ça aurait pu être une série très élégante, et voilà. Et c'est vrai qu'il se retrouve le bec dans l'eau et que quand on arrive à la fin, c'est très décevant quand on aime ces films. Je comprends le problème de longueur, c'est vrai, il est très juste, mais il y a aussi ce problème, moi je trouve, des interprètes. Quand t'as pas Nicholson, le dernier plan de How Do I Know sur Nicholson, c'est quelqu'un qui donc et pourtant, le dilemme moral est construit, à la rue, là, dans le dilemme moral construit et que il veut que son fils aille en prison à sa place, et pour ça son fils ne doit pas faire une rencontre amoureuse. Et il voit son fils faire la rencontre amoureuse, et son premier geste, c'est de faire un sourire. Et cette ambivalence, cette espèce, le type est travaillé par l'amour pour son fils. Et à un moment d'ailleurs, il dit une phrase super, Nicholson, il dit, je suis pas sûr de pas être en train de te manipuler là quand je te parle. Ou Théa Léonie dans Spanglish, qui était extraordinaire. C'est une actrice qu'on n'a pas vue, en tout cas on n'a pas le souvenir de beaucoup d'autres choses dans ce film, elle est incroyable.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous les trois. Merci à Laura pour ta première venue. On te réinvitera avec plaisir. Merci à vous. On se retrouve très très prochainement pour parler de ping-pong et de stand-up, les deux passions de Guillaume Aurignac. D'ici là, n'oubliez pas de rajouter, si vous voulez bien, un peu d'argent à notre cagnotte sur Ko-fi qui nous permet de continuer à faire cette émission. Et bien, je vous dis salut à tous et à très bientôt dans Sortie de secours.